et bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer à la une de l'actualité. Nouvelle journée sous tension ce vendredi à Jérusalem. L'esplanade des mosquées a été fermée aux hommes de moins de 40 ans. Le Hamas appelle à une journée de la colère en Cisjordanie. En Europe, des milliers de migrants ont continué d'affluer en Croatie. Hier soir, le pays, dépassé par les événements, a décidé de fermer sa frontière avec la Serbie. Et puis on se souvient de ces images, une journaliste hongroise faisant un croche-pied à un migrant. Il s'appelle Oussama, il ne pensait pas que ce croche-pied lui vaudrait son salut en Europe. Entraîneur de foot d'un club syrien de première division, il vient de recevoir une offre d'embauche en Espagne. On viendra également ce matin sur cette décision que les investisseurs de la planète entière ont attendue en retenant leur souffle hier soir. La Fed américaine a finalement décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. On tente de comprendre pourquoi. Enfin, comme tous les vendredis, on fait le point sur l'actu média de la semaine. À Canal+, la rédaction est inquiète des mesures de Vincent Bolloré accusé de tuer l'esprit Canal. Et puis, les hommages également à Claire Chazal. On y revient en fin d'édition. Bienvenue à tous. La police israélienne est donc plus que jamais sur le qui-vive ce matin. Les prières du vendredi sont souvent le théâtre d'affrontements à Jérusalem. Des prières qui interviennent, vous le savez, après plusieurs jours d'affrontements entre les forces de l'ordre et les Palestiniens. En Cisjordanie, le Hamas et le djihad islamique ont appelé aujourd'hui à une journée de la colère. Alors on prend tout de suite la direction de Jérusalem où on vous retrouve Daniel Haïk. Quelle est la situation ce matin ? Eh bien, ce matin, à 8 h, on peut dire qu'il y a un calme précaire ici, dans la vieille ville de Jérusalem, non loin donc de l'esplanade du mur occidental et de l'esplanade du mont du Temple. Un calme précaire, il faut dire que l'on n'est qu'à quelques heures des offices des prières du vendredi. Donc sur cette esplanade du mont du Temple, la police a pris bien entendu ses dispositions. D'importants renforts ont été déployés dans l'ensemble des quartiers arabes de la partie est de Jérusalem, mais aussi dans la vieille ville de Jérusalem. Et dans quelques minutes devraient arriver ici les unités spéciales de la police israélienne pour venir en aide s'il est besoin et monter sur l'esplanade du mont du Temple par cette passerelle des Maghrébins, cette passerelle de bois que vous voyez juste derrière moi, qui est le seul accès autorisé pour les forces de sécurité vers l'intérieur du mont du Temple. Alors Daniel, Benjamin Netanyahu a annoncé cette semaine une série de mesures, durcissement des mesures contre les lanceurs de pierres. Vont-elles s'avérer efficaces ? Écoutez, on espère du côté israélien que ces mesures auront un effet dissuasif. On considère que c'est le seul moyen pour empêcher ce glissement progressif et dangereux constaté au cours des derniers mois et en particulier au cours des dernières semaines vers ce que certains ici en Israël appellent déjà une troisième intifada. On affirme que des mesures, par exemple, contre les parents d'enfants qui jetteraient des pierres en direction de cibles israéliennes, eh bien, seraient dissuasifs si, par exemple, les amendes étaient particulièrement élevé. Il y a un précédent dans le quartier de Silouane qui est en contrebas de là où je me trouve. Eh bien, il y a quelques années, le commandant en chef de la police avait infligé des peines, des amendes extrêmement élevées aux parents d'enfants palestiniens qui jetaient des pierres et cela avait tout de suite calmé les esprits. On espère qu'il en sera de même et on affirme aussi du côté israélien qu'il faudra aussi pour cela que le leadership palestinien appelle lui aussi à calmer les esprits et fasse baisser la tension dans Jérusalem. Alors, dernier point, Daniel a souligné, on tente de comprendre pourquoi les tensions se focalisent à Jérusalem et non en Cisjordanie, malgré les appels répétés du Hamas aux Palestiniens de se soulever contre Israël. Eh bien, justement, si l'on écoute les avis des Israéliens, mais on constate que Mahmoud Abbas, lorsqu'il s'adresse au cours des derniers jours à la population palestinienne, eh bien, il parle essentiellement du mont du Temple, de l'esplanade des mosquées. Il parle de la mosquée d'Al-Aqsa. Il dit qu'il faut la défendre contre les Juifs qui viendraient y poser, je cite, leurs pieds sales. Et donc, Mahmoud Abbas a compris que jouer la carte religieuse était pour lui favorable, était très populaire au sein de la
population palestinienne, et il le fait donc de manière ciblée à Jérusalem. Par contre, en Judée et en Samarie, eh bien pour lui, il est impératif de préserver donc son leadership, et il fait tout pour ne pas être l'objet d'un éventuel coup d'État de la part du Hamas ou d'un renforcement du Hamas, et donc il maintient la coopération sécuritaire avec Israël, et il essaye de faire baisser les flammes de ce côté-là, ce que le Hamas ne souhaite pas évidemment. On l'a vu, le Hamas, vous l'avez dit, a appelé à une journée de la colère aujourd'hui dans les territoires. Merci beaucoup Daniel Haïk. Pour l'heure, le calme est donc maintenu à Jérusalem. On continue évidemment de suivre de près la situation. Et au chapitre diplomatique, une victoire à souligner pour Israël qui a réussi à empêcher une résolution égyptienne sur le contrôle de ses installations nucléaires. En clair, l'envoi d'inspecteurs de l'AIEA à Dimona n'aura pas lieu. Le vote a été bloqué notamment grâce au soutien des pays africains. Océane Nicole. Vienne, siège de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Depuis 3 jours, les 162 États membres étaient réunis pour aborder les grands enjeux liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la non-prolifération. Au programme, un projet de résolution qui pouvait être embarrassant pour Israël. Mais grâce à la mobilisation des pays asiatiques par l'État hébreu, les pays membres ont finalement repoussé cette résolution. Une décision qui a été prise hier en Autriche. Proposé par l'Égypte avec le soutien de la Ligue arabe, le document invitait à débattre des capacités nucléaires israéliennes, un texte qui appelait l'État hébreu à ratifier le traité de non-prolifération, à accueillir les inspections de l'AIEA et enfin à souscrire à l'établissement d'une zone dénucléarisée au Proche-Orient. Il y a déjà quelques mois, le Caire avait déposé une résolution similaire lors de la conférence sur la révision du TNP, mais les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada s'y étaient alors opposés. Même si les résolutions de l'AIEA ne sont pas contraignantes, Israël ne néglige pas leur capacité de nuisance diplomatique. Focalisée sur l'arsenal nucléaire israélien, cela permettrait par exemple à l'Iran de faire diversion sur son propre programme. Une perspective qui inquiétait Benyamin Netanyahou. Il avait alors dépêché au Caire ses 2 plus proches conseillers. L'objectif était de convaincre le voisin égyptien de renoncer, voire d'édulcorer sa résolution au vu du chaos sécuritaire qui règne dans la région et au nom du défi commun que représente pour les 2 pays la menace djihadiste dans la péninsule du Sinaï. Bien que membre de l'AIEA, Israël n'est toujours pas signataire du TNP. Considéré comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, l'État hébreu n'a jamais confirmé ni infirmé posséder l'arme nucléaire, mais les experts le créditent de plus de 200 ogives. Direction l'Europe à présent, avec cet autre titre de la matinée. Des milliers de migrants continuaient d'affluer en Croatie. Et hier soir, le pays, totalement dépassé par les événements, a décidé de fermer sa frontière avec la Serbie. Steve Jourdain. Tovarnik, petit village de l'ouest croate, point de passage depuis la Serbie voisine. Malgré la bonne humeur apparente, difficile de dire où seront ces femmes et ces hommes dans les heures à venir. Comme 6 autres postes frontières, le ministre de l'Intérieur a annoncé la fermeture de Tovarnik jusqu'à nouvel ordre. Nos capacités d'accueil sont dépassées. Nous demandons à ce que les pays voisins respectent le droit international. La Grèce, la Macédoine et la Serbie se doivent de respecter les conventions et offrir une protection aux réfugiés. La Croatie ne fait pas partie de l'espace Schengen. Entre mercredi et vendredi matin, plus de 10 000 réfugiés sont entrés sur le sol croate via la Serbie. Après le verrouillage de la frontière serbo-hongroise, Zagreb fait donc désormais figure de point de transit vers l'Europe occidentale. Prochaine étape, la Slovénie puis l'Autriche. On fait tout étape par étape. Nous avançons petit à petit vers l'Autriche. En Syrie, on m'a appelé sous les drapeaux. Je me suis enfui parce que je ne voulais être ni un tueur, ni une victime. Je suis venu pour poursuivre mes études et apprendre une autre langue, renforcer mon anglais. Puis je retournerai là-bas avec un bon diplôme. Sur la scène politique européenne, la tension est toujours vive. Alors que la Hongrie bloque toujours des centaines de réfugiés à sa frontière serbe, Viktor Orban l'affirme, Budapest envisage désormais de faire construire des barrières avec la Roumanie et la Croatie. Voilà, et en pleine crise des migrants, eh bien, cette belle histoire. Il s'appelle Osama Abdul Mohsen, il est syrien et entraîneur de football en Ligue 1 syrienne. Il vient d'être accueilli dans un centre de formation des entraîneurs espagnols dans la banlieue de Madrid. Rudy, on le connaît par des images qui ont fait le tour de la planète. Absolument, l'opinion publique l'a connu par des images dramatiques qu'on va revoir. Alors, Osama Abdul Mohsen est en effet l'ex-entraîneur
du club de Al-Fouta El-Derizor, un club de première division syrienne, pardonnez ma prononciation, de première division syrienne, mais c'est aussi surtout l'homme qui a été victime de ce terrible croche-pied, un croche-pied administré par la journaliste hongroise Petra Laszlo, qui a été licenciée depuis. Alors ces images ont bien entendu fait le tour du monde et elles ont indigné partout où elles ont été diffusées, Espagne inclus. C'est là que Miguel Ángel Galán, le directeur du Centre national de formation des entraîneurs espagnols de Getafe, c'est dans la banlieue de Madrid, apprend par la presse que cet homme qui a été mis à terre est entraîneur de foot. Alors il décide de l'accueillir au nom de la solidarité pour un collègue. Alors il envoie un émissaire parlant arabe en Allemagne pour aller le chercher, pour lui dire qu'il est le bienvenu en Espagne. Il est arrivé donc dans la nuit de mercredi à jeudi à Madrid. Écoutez son soulagement, c'était lors de son voyage qui le menait en Espagne. C'est un rêve devenu réalité. Si cela se fait, ce sera un rêve devenu réalité. J'espère que cela arrive et que je pourrai travailler comme entraîneur de football à Madrid. La seule chose que je souhaite maintenant est de voir le reste de ma famille ici. Je l'espère que nous pouvons tous être ici bientôt. Voilà mon seul souhait. Avant de travailler ou de faire quoi que ce soit, je veux rassembler ma famille. Parce que maintenant, nous sommes séparés. J'espère que ceux qui manquent arriveront ici le plus vite possible. Voilà, c'est donc sous le crépitement des flashs de la presse internationale qu'il a été accueilli en héros en Espagne. Alors, comme on l'a entendu, il espère bientôt réunir toute sa famille, c'est-à-dire sa femme, sa fille et son autre fils, qui sont actuellement en Turquie en attente d'asile politique. Alors, on va écouter le directeur du Centre national des entraîneurs espagnols, Miguel Ángel Galán. Il explique sa démarche. Le fait qu'il soit entraîneur de football en Syrie et que nous sommes l'école nationale des entraîneurs de football nous oblige à la solidarité parce que nous sommes collègues. Je suis un entraîneur de foot en plus d'être le président. De plus, son fils qui est en Turquie veut être un joueur de foot. Alors nous sommes demandés comment nous y prendre pour soutenir ces gens. Notre centre a un budget prévu pour des projets et cette année, nous allons essayer d'investir en lui et on va le loger. Voilà une belle histoire, rappelons quand même que l'Espagne s'est engagée à accueillir 17 000 migrants dans cette vague migratoire syrienne. Merci beaucoup, Rudy. En bref, sachez qu'à Berlin, un Irakien âgé de 41 ans, suspecté d'islamisme, a été tué par balle par la police hier. Il a été neutralisé après avoir grièvement blessé une policière avec un couteau. L'homme avait déjà été condamné à 8 ans de prison pour un projet d'attentat. C'était en 2008, toujours en Allemagne. Le procureur a néanmoins jugé prématuré de parler d'un acte terroriste et d'un crime prémédité. L'enquête se poursuit. Et dans ce contexte, cette question soulevée à plusieurs reprises depuis le début de cette crise des migrants, des terroristes sont-ils infiltrés parmi les réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe? Maurice, on en sait un petit peu plus sur cette question. Oui, on en sait un peu plus grâce au reporter du Daily Mail Online, Nick Fag, qui s'est rendu en Turquie et où il est parvenu à se procurer assez facilement, du reste, une fausse identité syrienne. On l'écoute tout de suite. Je me suis rendu en Turquie. J'ai parlé à mes contacts et ils m'ont dit que le trafic est important pour les Syriens qui ont perdu leurs papiers, mais aussi pour d'autres qui prétendent chercher une nouvelle identité ou prétendent être Syriens. Sans pouvoir donner trop de détails, cela pourrait mettre en danger les personnes qui m'ont fourni ces faux papiers. Tout ce que je peux dire, c'est que le passeport a été fabriqué en Syrie par un faussaire syrien et a été introduit illégalement en Turquie. Cela prend 5 jours pour obtenir un passeport. J'ai quitté Londres mercredi, rencontré un intermédiaire jeudi et lundi j'ai reçu ce passeport. Selon un expert spécialiste des fraudes, ex-agent de Scotland Yard, s'il y a quelques petits défauts, ce passeport est suffisant pour passer dans le sud de l'Europe. By Monday morning, I had the passport in my hand. I've spoken to a passport and identity fraud expert, a former Scotland Yard detective, who has suggested that while there are a couple of flaws in the passport. Voilà, donc assez facile de se procurer un faux passeport. Alors, Nick Fag affirme que de nombreux membres de l'État islamique peuvent sans problème se procurer ces fausses identités syriennes et trouver ainsi refuge en Europe. D'autant plus inquiétant qu'à Stuttgart, la police allemande a interpellé dernièrement un jeune parmi les réfugiés syriens. Il était porteur de milliers de faux passeports syriens vendus pour 1 500 $ le passeport. En tout cas, les cas avérés d'infiltration de djihadistes en Europe sont encore peu nombreux. En début du mois, 5 hommes ont été arrêtés sur la frontière entre la Bulgarie et la Macédoine. Les gardes frontières avaient trouvé de nombreuses vidéos de djihadistes dans leur téléphone cellulaire prouvant un lien avec l'État islamique.
Et puis d'autres informations sur ces infiltrations djihadistes commencent à filtrer, notamment grâce à cette déclaration du ministre libanais de l'Éducation. Oui, le ministre libanais de l'Éducation, Ilyas Abou Saab, estime que 2% des réfugiés syriens, soit 1 sur 50, pourraient être des islamistes infiltrés en Europe par Daesh. Alors Ilyas Abou Saab accompagnait cette semaine le Premier ministre britannique David Cameron, qui s'était rendu en visite dans les camps de réfugiés syriens au Liban et en Jordanie. Vous voyez ici la photo des deux hommes. Ilyas Abou Saab a précisé que l'État islamique organisait des groupes qui ont pour mission de se fondre avec le flot de réfugiés. Les militants islamiques qui arrivent dans les camps sont différents des réfugiés syriens, affirme-t-il. Ils portent tous le même gilet ou la même veste. Un nombre suffisant, pourra-t-il ajouter, pour créer des problèmes, a dit le ministre libanais. Seulement, voilà, le ministre libanais a reconnu ne pas avoir d'informations concrètes pour asseoir son estimation, mais il s'agit d'un fort sentiment, a-t-il dit. Voilà, un sentiment. Merci beaucoup, Maurice Fergan. Et cette crise des migrants pousse les grandes puissances à revoir, à réfléchir leur stratégie en Syrie. Notez que pour la première fois, les États-Unis se sont dit prêts à des discussions tactiques avec Moscou pour coordonner leurs actions militaires en Syrie et éviter, je cite, des incompréhensions. Depuis le début du mois, vous le savez, Washington dit observer un renforcement de la présence militaire russe, notamment sur une base aérienne proche de l'attaquier fief du président Assad, et soupçonne Moscou de vouloir lui prêter main forte. Direction la Grèce, à 48 heures des élections législatives anticipées, les deux camps seraient au coude à coude. Les sondages sont contradictoires, mais une chose est sûre, dimanche, les Grecs vont voter pour leur avenir qu'ils espèrent meilleur et plus stable. Océane Nicole. Ils sont au coude à 2 jours des élections anticipées. Tsipras et Meimarakis tentent le tout pour rassembler les dernières voix. Côté gauche, on promet de se battre pour défendre en priorité les Grecs les plus vulnérables. À droite, on pointe l'incohérence de Tsipras et la priorité est donnée aux entreprises. La campagne s'achève officiellement ce vendredi, mais hier encore, la Nouvelle Démocratie, le parti de droite, a rassemblé des milliers de personnes pour un dernier meeting dans la capitale grecque. Et pour le conservateur Vangelis Meimarakis, la victoire est proche. Il est temps pour ceux qui ne cessent de parler de dignité de vraiment comprendre ce que cela signifie. Il est temps de mettre un terme à l'inutilité et aux mensonges. L'expérience Syriza se termine ce dimanche. Du côté de la gauche radicale, Syriza, menée par Alexis Tsipras, possède une légère avance dans les sondages. L'ex-premier ministre de la Grèce ne perd pas espoir. Il compte bien récupérer le trône d'Athènes. Le dilemme de dimanche est simple. Nous voulons la Grèce de quelques-uns ou de tous? Voulons-nous d'une Grèce qui n'a pas de vision et d'avenir ou une Grèce qui donnera des possibilités à tous les Grecs pour qu'ils puissent prospérer, s'épanouir et avoir un futur optimiste? C'est entre vos mains. Certains veulent faire de nos efforts un intermède. Ne les laissons pas faire ça. Préparons notre futur en finissant avec le passé. Cet après-midi, Syriza sonnera la fin de la course. Tsipras s'exprimera en compagnie du secrétaire général de Podemos, son équivalence en Espagne. Le Parti communiste français sera également là pour montrer son soutien au parti grec. Les moyens ont donc été mis dans ces élections, mais les Grecs ne semblent pas réceptifs. L'indifférence est en effet profonde et pourrait se traduire dimanche par un taux d'abstention historique. Et on vient à présent sur cette décision que les investisseurs de la planète entière ont attendue en retenant leur souffle. Hier soir à 20h, la Fed américaine a finalement décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Myriam Danan, on tente de comprendre avec vous pourquoi une telle décision. Alors d'abord, fin du suspense, 2 jours d'un fameux comité de politique monétaire de Janet Yellen sur les yeux duquel les marchés du monde entier donc étaient fixés. La décision est finalement tombée. Janet Yellen n'est pas passée à l'acte. Les fameux taux d'intérêt directeurs américains ne sont pas remontés. La Fed a choisi la prudence, autrement dit le statu quo monétaire. Il faut rappeler également que ces taux directeurs inchangés sont proches de 0 et qu'ils le restent. Ça ne veut pas dire que cela ne changera pas, précise Janet Yellen, qui maintient le suspense pour le mois d'octobre. Mais sa décision, dit-elle, est liée essentiellement à l'inflation américaine qui est seulement de 0,2% alors que l'objectif affiché est de 2%. On ne grimpe pas aussi facilement sur le taux d'inflation. Autrement dit, probablement pas d'augmentation du taux d'intérêt avant la fin de l'année. Il faut noter également qu'une seule voix contre s'est élevée dans ce fameux comité
comité de politique monétaire américain, alors que les économistes du monde entier, eux, sont beaucoup plus divisés quant à cette mesure. Est-ce que cette décision, finalement inchangée, aura des conséquences sur les politiques monétaires des autres banques centrales dans le monde? Alors de façon générale, il n'y a pas que les marchés financiers qui sont intéressés par cette décision, mais bien sûr avant tout les banques centrales qui gardent les yeux fixés sur cette première puissance économique au monde. Alors Janet Yellen, elle n'a pas voulu prendre de risques, il faut le préciser, à cause d'abord de la hausse du dollar, de la chute des taux du pétrole, mais également d'une croissance mondiale en berne et de la Chine également et des marchés asiatiques qui ont suscité énormément d'inquiétudes ces dernières semaines et ces derniers mois. Faut-il repréciser que lors du seul crash boursier du 24 août, 1000 points en une séance en moins pour le Dow Jones. Alors une décision excessivement prudente de Janet Yellen, du réalisme et du pragmatisme pour certains, de la faiblesse pour d'autres face aux marchés financiers. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les marchés émergents sont extrêmement fragilisés et ne peuvent pas aujourd'hui assumer une nouvelle hausse du taux d'intérêt directeur. Et donc plus que l'économie américaine qui va bien, qui se porte bien, quoi qu'on en dise, avec un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008, eh bien c'est l'économie internationale que Janet Yellen a aujourd'hui ménagée, avec donc ces pays émergents qui ne pourront pas faire face, et puis de l'autre côté, les puissances occidentales qui bénéficient elles aussi de ces taux d'intérêt extrêmement bas qui, petit bémol, précisons-le, des taux d'intérêt extrêmement bas qui pourraient favoriser la volatilité et d'éventuelles bulles spéculatives. En attendant, prudence donc pour la Fed. Merci beaucoup Myriam. On reste aux États-Unis. On parle d'une autre femme. Cette fois, on parle de politique. On la connaissait peu jusqu'à hier. Carly Fiorina est l'une des candidates à la primaire républicaine. Et elle s'est démarquée de ses adversaires lors du deuxième débat télévisé. Il faudra donc désormais compter avec cette brillante femme d'affaires, ancienne patronne de Hewlett-Packard, son portrait signé Océane Nicole. Un air grave et résolu qui porte une voix claire, Carly Fiorina est la grande gagnante du deuxième débat des candidats en course à la Maison-Blanche. Les téléspectateurs américains n'ont vu qu'elle, vêtue d'une robe bleue flamboyante. L'ex-patronne d'HP s'est clairement démarquée des autres candidats en costume noir. Pendant plus de 3 heures, Carly Fiorina s'est lancée dans un duel explosif avec Donald Trump, une revanche pour la républicaine. Quelques jours plus tôt, le milliardaire l'avait en effet attaqué sur son physique. Regardez cette tête, est-ce que quelqu'un voterait pour elle ? Lors du débat, Carly Fiorina a répondu avec une sobriété des plus efficaces, sous des tonnerres d'applaudissements. Je pense que toutes les femmes du pays ont entendu clairement ce que M. Trump a dit. Je pense qu'elle a un très beau visage et je pense que c'est une très belle femme. Le milliardaire a répondu avec son culot habituel, mais Carly Fiorina ne s'est pas arrêtée là. Sur tous les sujets, elle a su se montrer plus percutante que les autres dans cet exercice électoral aux allures de performance théâtrale. Elle a été très bonne et elle devrait monter dans les sondages. La candidate républicaine reflétait jusqu'alors une image de fermeté et de dame de fer, mais les Américains ont découvert une femme touchante. Sur le sujet de la législation de la marijuana, Carly Fiorina a rappelé son opposition en évoquant un drame personnel, la mort de sa belle-fille de 35 ans à cause de son addiction à la drogue. Sans jamais hausser la voix, la candidate républicaine a su marquer des points. Une femme d'affaires à la reconversion politique réussie jusque-là, un profil qui semble séduire les Américains. On reste aux États-Unis avec cette histoire qui fait la une. Ça a commencé par un devoir d'école, une horloge artisanale fabriquée par un élève. Ça se poursuit en arrestation. Il s'appelle Ahmed et va devenir en 24 heures le symbole de la lutte contre les préjugés racistes et islamophobes aux États-Unis. Ahmed, invité de la Maison-Blanche, d'Harvard et même de Mark Zuckerberg. Betsabé, on retrace le fil des événements avec vous. Alors, c'est vrai, une véritable vague de soutien et pour cause, après les accusations de racisme envers les Noirs, notamment l'affaire Ferguson qui a secoué les États-Unis, eh bien, c'est d'islamophobie dont à présent la police américaine est accusée. Alors, on rappelle que l'affaire s'est déroulée au Texas. Regardez, ça se passe dans la ville d'Irving, c'est près de Dallas. Alors, un garçon de 14 ans apporte une horloge qu'il a fabriquée lui-même et dont il est fier et qu'il souhaite montrer à son prof. Sauf que le dispositif de sécurité de son collège sonne et bien vite il se retrouve enfermé avec 5 policiers qui le menottent, lui prêtent ses empreintes, l'interrogent, le fouillent, l'emmènent dans un centre de détention et bien sûr l'empêche en plus d'appeler ses parents.
et lui confisque son invention. Voilà, et puis c'est une affaire qui va très rapidement dépasser les frontières du Texas. Exactement. Alors les réseaux sociaux s'enflamment, s'en emparent avec ce hashtag I stand with Ahmed, donc je suis solidaire d'Ahmed, jusqu'à 2000 tweets par minute selon Twitter Data. Par exemple, ce tweet, regardez, je crois que poster cette photo fait de moi un terroriste. Donc bien sûr, l'humour s'est emparé des réseaux sociaux, ou encore la société enseigne aux jeunes que peu importe ce qu'ils réussissent à faire, et bien finalement, il n'y a que la couleur de leur peau qui compte. Et puis donc, comme vous l'avez dit, des personnalités qui s'y sont mises, elles aussi, comme Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui sur Facebook justement conseille à Ahmed de continuer à fabriquer et lui propose même de le rencontrer s'il passait du coin de Facebook. Et puis même le président des États-Unis s'y est mis. Barack Obama en personne y est allé de son tweet et de sa plume. Belle horloge, Ahmed, tu veux la porter à la Maison-Blanche. Nous devrions inciter plus d'enfants comme toi à aimer les sciences. C'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique. Donc une immense vague de soutien pour cet Ahmed, d'inconnus, de personnalités face, bien sûr, à cette police qui a fait preuve d'un excès de zèle aux élans islamophobes. Alors qui se défend? Écoutez par exemple Larry Boyd, c'est le chef de la police de Irving. Écoutez son argument. L'étudiant a simplement dit que c'était une horloge. À ce moment-là, il n'a donné aucun autre détail. Sans information et prenant en compte l'apparence dangereuse de l'appareil et la sécurité des étudiants et du personnel du lycée MacArthur, l'étudiant a été placé en détention pour possession d'une fausse bombe. Bref, il ne s'agissait pas d'un élève musulman, très suspect, mais d'un dispositif très suspect. D'ailleurs, Larry Boyd, qu'on vient d'entendre, a même expliqué qu'Ahmed avait été menotté, je cite, pour sa propre sécurité. Évidemment. Voilà. C'est la belle revanche de l'histoire, en tout cas, elle est connue. Merci beaucoup, Betsabe. En bref, avant de se quitter pour un nouveau journal, sachez que les scandales se poursuivent à la FIFA. Son secrétaire général, Jérôme Valk, a été relevé de ses fonctions avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. Le bras droit de Sepp Blatter, numéro 2 de l'instance, est soupçonné d'avoir tenté de tirer profit de la vente de billets pour la Coupe du Monde 2014. Il aurait été dénoncé par le consultant de l'entreprise JB Sports Marketing qui avait un contrat avec la FIFA pour la vente de ses tickets. En 2014, un arrangement qui a finalement été annulé. À suivre, comme tous les vendredis, on fera le point sur l'actu média de la semaine. À Canal+, la rédaction est plutôt inquiète des mesures de Vincent Bolloré, accusé de tuer l'esprit Canal et de s'être transformé en censeur. Et puis on parlera également des hommages à Claire Chazal qui a quitté son trône du JT des week-ends. On y revient donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Alice de Comarmont. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on poursuit par du cinéma avec un succès fulgurant pour une bande-annonce. L'effet a été immédiat sur Internet. Disney a dévoilé les premières images de son adaptation live du livre de la jungle. En quelques heures, Maurice, plus de 5 millions de vues. Et oui, et on comprend pourquoi, Barbara, les premières images de l'adaptation du célèbre dessin animé sont époustouflantes. Regardez. Es-tu seul? Que fais-tu au fin fond de la jungle? Tu ne sais donc pas ce que tu es? Moi, je le sais. Et je sais d'où tu viens.
petit trésor. Je te suivrai à la trace. Libère-toi de ta peur à présent. Aie confiance. Crois en moi. Il en faut très peu pour être heureux. Voilà, le futur Walt Disney nous promet donc du grand spectacle et les fans de Rudyard Kipling ne devraient pas être déçus. Mowgli est incarné par Neil Sethi, un jeune acteur américain de 10 ans, et ce sont des acteurs de renom qui donnent la réplique aux jeunes enfants élevés par les loups, notamment Scarlett Johansson qui prête sa voix au célèbre serpent K. Pour la sortie du film, vous l'avez vu, il faudra donc attendre. Il est programmé pour le 16 avril 2016. Mais au vu des résultats de la bande-annonce, on peut dire sans trop se tromper, Barbara, que le remake de Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, devrait faire exploser le box-office. Alors justement, pour les impatients ou peut-être même pour les nostalgiques, on peut revoir en tout cas la version culte de 1967, celle qu'on connaît. Exactement, celle de Disney. Et c'est pas besoin de raconter l'histoire de Mowgli, ce bébé perdu dans la jungle et recueilli et élevé par une famille de loups. Walt Disney en a fait un film mythique. Alors juste pour le plaisir, on regarde Il en faut peu pour être heureux. Évidemment. Ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire. Ouais, c'est culte, hein. C'est culte, mais c'est pas la première version. Il y avait. Mais il faut tout d'abord dire que cette scène dévoile en quelque sorte la recette du succès de Walt Disney, des personnages attachants qui permettent une identification avec les bons comme avec les mauvais. Une histoire simplifiée et soutenue par une musique et des chansons impossibles à oublier. Alors on le disait, avant cela, il y avait une autre version, un autre remake du classique. Exactement, depuis 1942, avec la sortie de la première adaptation cinématographique, l'histoire de Mowgli a connu 9 adaptations au cinéma et 3 à la télévision. Je vous propose un extrait de la version la plus touchante, la première, celle de 1942, réalisée par Zoltan Korda. On regarde. He grew up with the cubs. They called him Mowgli, the little frog. Father Wolf taught him his business until every rustle in the grass meant just as much to him as to his brothers, the wolf cubs. All the lords of the jungle became his friends. He had only one enemy, Shere Khan, the tiger. Did Mowgli live to hunt Shere Khan? Voilà, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est la version que je préfère. Elle préserve la magie de la narration, vous l'avez vu, et sa naïveté et sa poésie laissent place à l'imagination. Merci beaucoup Maurice. Il en faut peu pour être heureux. On va essayer de garder cette phrase dans notre tête tout au long du week-end. Bonjour Marie-Chèque. Bonjour. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis. On parle d'art contemporain israélien. Cette semaine, vous nous faites découvrir un artiste baptisé Tal Art. Une expo qui se tient à Tel Aviv à la Zomer Gallery qui s'appelle La leçon de dessin. Voilà. Alors il est né en Israël. On est fiers de le dire, mais il a quitté à l'âge d'1 an, donc il n'est pas vraiment israélien. Et il travaille à Copenhague. Et c'est un peintre dont toute l'histoire de l'art est baignée dans ses peintures. Je dois dire que de Matisse à Bonnard, des fauvistes à l'intimiste, il y a tout dans cette peinture qui, au début de sa carrière, avait l'air d'être un kolboïnik. Lui-même disait un kolboïnik, c'est un endroit, regardez, la peinture maticienne, je dirais. Ouais. Au début, il y avait des personnages, des couleurs, des formes. Et puis, avec le temps, c'est devenu très concentré, presque, là, j'ai l'impression même d'un léger art nouveau, art déco. Il n'y a pas 1 millimètre où qu'il n'y a pas de peinture ou de forme. C'est vrai. Et en fait, la leçon de dessin, c'est juste pour s'amuser. C'est pas une leçon de dessin qu'il nous donne. Lui-même cherche dans la rue, dans son domaine autour de lui, des mannequins femmes
Et aucune insinuation sexuelle, bien au contraire. Il recherche le visage et le corps de la femme tel qu'il est. Et il les met ou dans leur maison ou dans des chambres d'hôtel pour les peindre. D'accord. Et il doit bien se concentrer. Là, on n'a pas l'impression d'être dans un hôtel, vous êtes d'accord? On dirait un salon. On dirait un salon, donc tout est très minuté, je dirais, dans la couleur, dans la forme, dans l'espace. Et tous ces personnages, il veut que nous, le spectateur, se concentrons entre le rapport entre le peintre qui est derrière ce que l'on voit et le visage des gens devant nous. Et l'objet qui est peint. L'objet. Ouais. Donc c'est une relation psychologique, je dirais, entre toute cette bande-là de femmes qui sont entre profil et devant et cette semi-animale qui est devant. Mais dans cette couleur rose, sur chaque tableau de peinture colorée, il a fait 3 tableaux rose, jaune et blanc dans un autre espace qui se trouve à la galerie. Et la minutie, encore une fois, là, il y a une possibilité et une faisance de tenir le pinceau, comme si qu'il maniait l'histoire de l'art à travers son de talent, je dirais. C'est tellement beau, c'est très grand, c'est de grandes toiles. Et là, on rentre dans une sorte d'espace psychédélique, je dirais. C'est-à-dire qu'il nous traverse et transperce dans le temps. On ne sait pas si on est dans le 21e siècle ou dans le 19e. On ne sait pas si on est à Paris ou en Israël. On ne sait pas si on est chez Matisse ou les Fauvistes. Là même, on a l'impression d'avoir un chapeau religieux. Et c'est vraiment aujourd'hui un peintre qui a un succès énorme et à Berlin et à New York. Là, on a l'impression un visage de Picasso, je dirais. Vous voyez l'influence de Picasso. Il montre toujours ses influences. Il les prend et il les rend... Oui, ces références sont bel et bien présentes. Voilà, il le fait exprès et il les change. Regardez, là, on a vraiment des Chirico, le grand sculpteur du métaphysique italien. C'est-à-dire, il mélange tous les genres pour les rendre, avec tous ces yeux-là que vous voyez en bas, et pour les rendre les siens. Regardez, il y a un humour aussi. Regardez l'espace qui est divisé entre le jaune, bleu, rose, vert, et en haut, il y a l'arlequin peut-être de Picasso. C'est-à-dire, c'est vraiment... et c'est rare de voir cette peinture, en tout cas, en Israël, dans une galerie, parce que c'est très muséal, je dirais. Donc, on a la chance d'aller la voir, et même pour ceux qui ont la chance d'aller l'acheter. Alors, ça se passe à la Zomer Galerie. Zomer Galerie, boulevard Rothschild, numéro 13, encore un mois. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et c'est comme chaque semaine, la revue des médias. On commence, Rudy, cette semaine par l'événement média, évidemment les adieux de Claire Chazal au JT du week-end de TF1. Oui, c'était inévitable. Vous étiez 10,2 millions devant votre écran à suivre le dernier JT de Claire Chazal, soit un téléspectateur sur 2. Alors un au revoir très sobre, salué par la profession, salué par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Alors si par le plus grand des hasards vous habitez sur une autre planète, regardez un petit extrait de ces au revoir. Je remercie mon équipe la plus proche qui m'a portée jusqu'à ce dernier dimanche et avec qui j'ai partagé aussi les doutes et les épreuves, aussi bien que les satisfactions et les récompenses. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera là vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. Voilà, un au revoir élégant. Qu'est-ce qu'on sait des projets de Claire Chazal pour la suite? Alors pour l'instant, Annonce Paolini a affirmé que Claire Chazal faisait toujours partie du groupe TF1. Cela dit, elle serait, selon de très nombreux médias, en train de négocier son départ pour une coquette somme, 2 millions d'euros. Alors voici pourquoi, depuis dimanche dernier, Claire Chazal garde le silence dans le cadre justement de ces négociations, car il y a une jurisprudence, un précédent. En 2008, PPDA, lui aussi, évincé du 20h, avait mené une guerre médiatique contre TF1 qui lui avait quand même coûté la bagatelle de 400 000 euros d'indemnité. Donc quant à ses projets, elle continue pour l'instant de travailler avec Radio Classique, ce qu'elle faisait déjà. Et voilà, fort est à parier qu'elle aura énormément de projets par la suite. On parle maintenant de Canal+, dans l'œil du cyclone cette semaine encore, et c'est le cas toutes les semaines depuis l'arrivée de l'actionnaire principal, Vincent Bolloré. Une grille, une direction chamboulée et des audiences en berne. Oui, c'est une révolution qui a été amorcée en juin et qui a été vraiment le feuilleton de l'été dans cette revue des médias. Alors, après une dizaine de jours avec cette nouvelle grille, force est de constater que la grève Bolloré ne prend pas du côté de Canal. Alors, le symbole de ce désamour du public pour la chaîne cryptée se matérialise
surprise par la chute d'audience du Grand Journal version Maïté Nabir-Rabin. Alors on est passé de près d'1 million par jour le jour du lancement à seulement 700 000 téléspectateurs actuellement, et quand on compare aux années précédentes, aux grandes années du Grand Journal, c'est assez vertigineux. Alors les experts en médias parlent finalement d'une émission qui serait trop lisse, avec un rythme trop lent, mais c'est un parti pris totalement assumé par la production. Mais cela aussi peut aussi s'expliquer par la suppression des guignols en clair, qui était une sorte de booster d'audience pour la chaîne. Les guignols qui, eux, tardent à revenir. Ils devraient revenir, donc on l'a dit, en crypté. Ils devraient ne plus être présentés par PPD, et ils ne devraient plus parler de politique intérieure. En fait, finalement, les guignols ne sont tout simplement plus les guignols. Ils sont attendus en octobre. Avec une nouvelle équipe d'auteurs également. Absolument. Ouais. Et puis les changements à Canal Rudy ne s'arrêtent pas à la chaîne cryptée, sur les chaînes gratuites. Bouleversement également. Voilà, on le sait, un canal détient aussi iTélé, D8 et D17, 3 chaînes donc TNT gratuites qui devraient elles aussi être rebaptisées CNews, C8 et C17. Alors, mais au-delà des changements de nom, il y a des changements de visage. Alors, côté direction chez iTélé, un visage étonne, celui de Virginie Chomiki, cette jeune journaliste à l'expérience plutôt modeste. Elle a 31 ans pour ce genre de poste, a été nommée. Alors, les mauvaises langues disent qu'elle a été nommée car proche de Yannick Bolloré, qui n'est autre que le fils de Vincent. Donc là, nomination de cette jeune journaliste qui n'avait pas réussi à passer les castings d'ITélé quand elle y a postulé, a le don d'agacer une rédaction qu'on dit finalement au bord de la crise de nerfs. Une rédaction qui d'ailleurs, d'après certaines rumeurs, devrait perdre un de ses grands visages. Bruce Toussaint, le journaliste emblématique de l'info de Canal depuis une vingtaine d'années, devrait être débarqué de la matinale qu'il anime sur iTélé. Il n'aurait pas les faveurs de Vincent Bolloré. Puis alors du côté de D8 aussi, l'emprise de Vincent Bolloré se fait sentir. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy, aurait vu deux de ses chroniques censurées parce qu'elle parlait évidemment de Bolloré, bien sûr. Voilà, un interventionnisme de Vincent Bolloré qui ne plaît pas non plus au CSA. Oui, d'où la convocation reçue par Vincent Bolloré. Un entretien prévu la semaine prochaine, 24 septembre. Le Conseil des sages de l'audiovisuel français devrait le rappeler à l'ordre sur des principes simples, c'est-à-dire l'indépendance de ces médias et puis aussi le respect des conventions signées entre ces chaînes et le CSA. Donc voilà, l'audience serait à huis clos et pourrait obliger l'homme d'affaires à mettre un peu d'eau dans son vin dans cette grande révolution. Voilà. À lever le pied un peu. Absolument. Ouais. Promis, il n'y aura pas de Vincent Bolloré dans les infos en bref. Ils sont virés. M6 a annoncé hier la déprogrammation de The Apprentice, sa télé-réalité sur l'entreprise. La décision tombe après seulement 2 diffusions. La faute à des scores catastrophiques. Seulement 750 000 personnes étaient jeudi devant leur télé. Nicolas Copperman, patron d'Endemol, la société qui produit l'émission, l'a lui-même avoué. À ce niveau-là d'audience, je crois que c'est un rejet du concept, a-t-il déclaré. C'est un moment de télé assez rare pour être souligné. Vendredi dernier, alors qu'il présentait Vendredi tout est permis pour la première fois en direct, Arthur a vu son plateau plongé dans le noir. Le public dans la salle a dans un premier temps cru à une surprise avant de se sentir moins à l'aise. Les téléspectateurs, eux, ont eu droit à une longue page de pub et l'animateur, lui, a une grosse frayeur. Et moi, comme je n'avais... Normalement, on a une oreillette, on vous parle et tout, mais tout avait été déconnecté, personne ne pouvait téléphoner non plus, il n'y avait plus de réseau de téléphone. Et comme on était le 11 septembre, moi, j'ai imaginé comme un peu le pire, quoi. Selon une étude Zénith Optimédia parue cette semaine, les investissements publicitaires sur Internet vont dépasser la publicité à la télé pour la première fois en 2018. Cette progression de la pub sur Internet commence déjà à se faire au détriment de la presse papier en nette baisse. En France, ce marché de près de 10 milliards d'euros se partage déjà à parts égales entre télévision et Internet, 30% chacun. Fort du succès quotidien de N'oubliez pas les paroles, Nagui présentera le 3 octobre prochain en prime sur France 2 un nouveau jeu baptisé Pop Show. 10 personnalités s'affronteront autour de quiz, de blind test et bien sûr de karaoké. Et parti! Voilà pour toute l'actu média de la semaine. Merci beaucoup, Rudy. Et merci à vous, Marie Chèque. Merci à vous de votre fidélité au Morning. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Passez une très belle journée. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Portez-vous bien.